That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu, mais voilà. Mais plutôt que dans les étoiles, cette fois-ci, je vous propose de vous emmener plutôt dans votre assiette. En effet, je vous propose un petit tour parmi la nourriture de l'espace. Que mangent les astronautes quand ils sont dans l'espace? Alors vous savez que le premier être vivant à avoir été dans l'espace, c'est une petite chienne qui s'appelait Laika. Alors, on s'est demandé longtemps, est-ce qu'elle avait mangé ou pas dans l'espace? Eh bien oui, elle a eu le temps de manger. Elle avait à sa disposition des aliments à base de poudre et d'eau mélangés sous forme de gel, en fait. Alors, le premier homme qui est allé dans l'espace, c'est Yuri Gagarin, en 1961. La polémique a été difficile à éclaircir également. Avait-il mangé ou pas dans l'espace? On savait qu'il avait avec lui une ration de survie, au cas où, lorsqu'il s'est posé dans le désert du Kazakhstan après son vol, il n'aurait pas été récupéré tout de suite, donc il fallait qu'il puisse manger et boire pendant quelques heures, le temps qu'on vienne le récupérer. Mais maintenant, officiellement, on sait qu'il a mangé. Comment le sait-on? Tout simplement parce qu'on vient seulement de publier son carnet de bord. Donc ces notes de bord ont été révélées, dans lesquelles il relate effectivement qu'il a mangé. Alors qu'a-t-il mangé dans l'espace? Eh bien, il avait en fait avec lui des crackers, 3 tubes de nourriture, du salé et du sucré, ainsi que de l'eau. Il a bel et bien mangé dans l'espace. C'est intéressant de savoir, est-ce qu'on peut manger dans l'espace? Savez-vous que le fait d'avaler, ce n'est pas dû au fait de la gravité de la Terre, mais c'est un muscle qui propulse la nourriture dans le fond de l'estomac. Et donc, qu'on soit en apesanteur ou qu'on n'y soit pas, c'est la même chose de manger. Donc le fait d'être en apesanteur ne pose pas de problème. De même que pour la digestion, c'est tout à fait la même chose que sur la Terre. Alors, dans une vitrine ici, nous avons de la véritable nourriture qui est allée véritablement donc dans l'espace. C'est un conteneur de nourriture qui a volé avec le premier astronaute français, Jean-Loup Chrétien, en 1988, à bord de la station russe Mir. Petite anecdote intéressante, on a découvert qu'il y avait de la confiture belge, de la confiture materne. Alors j'ai contacté la firme materne qui n'était absolument pas au courant qu'un bocal de sa confiture, la meilleure, aux fraises, soit parti un jour dans l'espace. Alors bien sûr, tout est déshydraté, tout est lyophilisé, comme on dit, c'est-à-dire que tout est séché, mis sous vide, et les astronautes sont obligés de réhydrater pour consommer. Alors, soit on réhydrate avec de l'eau froide, soit on réhydrate avec de l'eau chaude. Alors, au début des vols spatiaux, ça a été le gros problème, c'était qu'il y a de l'eau froide. Il n'y a pas de moyen de réchauffer de l'eau. Et ça a été la grande première, la grande nouveauté des vols spatiaux Apollo sur la Lune, c'est que les astronautes, pour leur confort, ont pu avoir des réservoirs d'eau chaude. Et donc là, ça a été beaucoup mieux pour leur moral à partir de ce moment-là, parce que vous savez bien que bien manger, c'est aussi avoir un bon moral. C'est très important pour les astronautes. Les astronautes débarquent sur la Lune il y a un peu plus de 40 ans, fin des années 60, début des années 70. Et puis donc les astronautes ont à leur disposition de l'eau chaude pour réhydrater leur nourriture. Alors une petite anecdote arrive un petit peu après avec Apollo-Soyouz, le vol Apollo-Soyouz. La première rencontre entre les Américains et les Russes dans l'espace. Un vaisseau Apollo décolle de Cap Kennedy, un vaisseau russe Soyouz décolle de Baïkonour et quelques heures plus tard, ils se rejoignent dans l'espace et c'est la fameuse poignée de main entre Alexei Leonov, le commandant russe, et l'astronaute américain qui commandait la mission, Thomas Stafford, ici en photo. Alors vous connaissez les Russes, hein, leur tradition, leur gaieté de vivre, etc. et leur célèbre vodka, bien entendu. Allait-il emmener de la vodka, oui ou non, dans l'espace pour fêter la réunion des Américains et des Russes? Alors les Russes ont décidé de faire une petite blague aux Américains, ils ont embarqué effectivement de la vodka. Et donc arrivé là-haut, il faut trinquer à la réussite de la mission Apollo-Soyouz. Les Russes présentent donc des tubes sur lesquels il est inscrit vodka. Les Américains sont très ennuyés, très respectueux du règlement. Pas question d'y déroger, on ne peut pas boire d'alcool dans l'espace, c'est interdit. Mais on ne peut pas vexer les Russes non plus. Donc délicatement, ils prennent le tube, ils l'ouvrent, ils goûtent, et c'était en fait de la soupe. Donc c'était une petite blague que les Russes ont jouée aux Américains. Donc les vols deviennent de plus en plus longs. Après la Lune, on met sur orbite autour de la Terre des stations spatiales. Ce sont d'abord les Russes, puis les Américains.
qui vont utiliser également la station russe qui s'appelait Mir. La première station américaine s'appelait Skylab. Il y a également eu Salyut, une station russe, et puis Mir un peu plus évoluée. Avec Mir, des Américains vont pouvoir séjourner à bord de cette station russe. La navette spatiale américaine va emmener des astronautes américains et européens vers la station Mir. C'est le cas notamment de notre ami français, Jean-François Clairvoy, qui va faire partie d'un équipage international. Et il se rend compte avant de partir, quand il est sélectionné, qu'il va se retrouver dans l'espace avec des Russes, des Américains, un Français et un Américain d'origine anglaise, d'origine britannique. L'occasion peut-être de fêter ça et de faire un grand repas international gastronomique dans l'espace. Alors notre ami Jean-François a contacté la célèbre comtesse du Barry en France pour lui demander si elle ne pouvait pas concocter un repas un peu reprenant toutes les nationalités représentées dans l'espace. Et c'est ainsi qu'elle a concocté ce repas, ce délicieux repas, dont vous voyez ici, ce ne sont pas les boîtes qui ont volé dans l'espace, mais ce sont exactement les mêmes, avec le menu international signé par tous les astronautes dans l'espace, à bord de la station Mir. Vous pouvez également remarquer des cuillères. On a cru longtemps que les astronautes ne mangeaient qu'avec des cuillères dans l'espace, mais en fait non, ils ont également des couteaux et des fourchettes. Les vols deviennent de plus en plus longs, 6 mois dans l'espace. Vous imaginez, il faut bien manger. Alors les astronautes se réunissent 3 fois par jour pour le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner. Frank Dewey m'expliquait notamment qu'il organisait les repas dans des modules différents, suivant que c'était le matin, le midi ou le soir. Comme ça donnait un petit peu l'impression de manger dans des endroits différents de la station. Et c'était bien sympathique comme ça. Et voici ici de la nourriture utilisée à bord de la Station spatiale internationale. C'est celle en fait qui est utilisée lors de l'entraînement des astronautes. Elle nous vient directement de Houston, du centre spatial de Houston. Tout est déshydraté bien entendu, mais vous voyez que ça a l'air quand même un petit peu plus appétissant que ce que Jean-Loup Chrétien a mangé en 1988 dans la station Mir. Vous pouvez remarquer donc les sachets complètement déshydratés qui sont également sous vide, même pour les cacahuètes, même pour les M&M, etc. Vous voyez qu'il y a au-dessus de chaque petit sac une espèce de petite pipette qui permet d'injecter de l'eau chaude ou de l'eau froide selon ce qu'on veut boire ou selon ce qu'on veut manger. Et vous voyez aussi que chaque sac comporte un petit scratch bleu qui permet à l'astronaute de l'accrocher, bien entendu, sur un autre scratch qui celui-là se trouve sur les parois de la Station spatiale internationale. Alors on le sait, les futurs voyages dans l'espace maintenant se consacrent à la planète Mars. On espère y arriver dans une vingtaine, voire une trentaine d'années. Et lors de ma deuxième mission de simulation martienne dans le désert de l'Utah aux États-Unis, à bord de ce module, la MDRS, la Mars Desert Research Station, qui ne fait que 8,24 m de diamètre, c'est là-dedans que des équipages de 6 personnes se relaient pour faire exactement comme s'ils séjournaient sur la planète Mars. J'ai eu l'occasion de séjourner 2 fois à bord de ce module pendant 15 jours. Et bien lors de ma deuxième mission, on nous a demandé de faire des expériences relatives à la nourriture. Donc on devait manger des repas préparés à l'avance, qu'on nous avait sélectionnés. Et tous les soirs, avant d'aller dormir, on devait remplir une fiche. C'était assez laborieux, ça prenait facilement 1h30 pour la remplir. Chaque membre de l'équipage, tranquillement, sans se concerter avec les autres, parce que c'était sous le sceau du secret, on devait remplir cette fiche, indiquer exactement tout ce qu'on avait mangé toute la journée, même la petite barre de chocolat à 4 h de l'après-midi avec la tasse de café. On devait indiquer tout cela et en fonction de ce qu'on avait mangé, eh bien, on devait tenter d'évaluer notre comportement relationnel vis-à-vis des autres membres de l'équipage. Tout cela a été compilé en fin de mission, envoyé à l'université de Hawaï. C'était à la demande de l'université de Hawaï. On n'a jamais eu les résultats, évidemment, puisque tout ça a été fait sous le sceau du secret. Mais comme quoi la nourriture est prise en compte dans les études psychologiques par les universités afin de préparer les futurs voyages vers la planète Mars. Voilà, nous sommes bien sûr à l'Eurospace Center, vous l'aurez compris comme d'habitude. Vous pouvez découvrir cette exposition sur la nourriture, la gastronomie spatiale encore jusqu'à la fin de l'année, donc c'est ouvert tout l'été. Et puis un petit clin d'œil pour terminer à notre ami Bertrand Piccard et à notre ami astronaute Claude Nicolier qui sont en train de survoler pour le moment les États-Unis à bord du magnifique Solar Impulse, uniquement mu et propulsé par l'énergie solaire. À bientôt et bon appétit. That's one small step for man, one giant leap for mankind.